L'immortel de One Piece vient d'être dévoilé, il vient à peine de rentrer en scène et il saute à pieds joints dans la violence en tuant de ses mains un des rois de la rêverie. Im-sama vient de tuer Cobra et son identité vient de fuiter. C'est un ancien roi du gouvernement mondial, un ancien roi qui est censé être mort. Exactement comme on l'avait évoqué dans notre grande théorie de la semaine dernière. Et oui, l'histoire semble être celle qu'on avait dépeint, celle avec Lily la traîtresse et Im-sama, celui qui a fait le plus grand crime de l'histoire de One Piece, alors que le Gorosei lui montre enfin son vrai visage et que Sabo se fait avoir. Et enfin, ce grand Wapol commence à peine à briller, juste 900 chapitres après son introduction. Alors place à l'analyse de ce chapitre sans précédent les Nakama. Et bienvenue sur Raftel les Nakama. Mais avant de commencer cette review, on a une petite information à vous faire. C'est que ce dimanche du coup, on va pas faire le what if, ce sera plutôt pour mercredi prochain. Mais par contre, le jeu concours qu'on a promis, ce sera quand même ce dimanche. Donc pendant la grosse théorie qu'on vous prépare. Pour les 160K, ça va être incroyablement bien. Préparez-vous parce qu'il y aura pas mal de petits trucs à faire, pas mal de petites choses qui seront cachées dans certaines vidéos. On vous cache pas qu'il va être un peu compliqué, mais c'est pas grave parce que vous le méritez bien et vous êtes tous des génies. Ça, on en est certain vu les commentaires. Nous, on sait que la communauté, elle est super bien. Deux petits plus, on parle de notre serveur qui a été totalement refait, le serveur Raftel dont le lien est en commentaire. Et on va commencer dès aujourd'hui, dès ce soir en fait, un jeu très spécial où il y aura des choses à gagner. Et oui, qui va s'appeler Impel Down. Le principe est simple, il faut s'évader d'Impel Down. Allez-y, ça va être très sympathique et le gagnant, celui qui s'évadera le premier, d'ailleurs le jeu va se dérouler sur plusieurs jours, et ben il aura un lot. Un lot qu'on va offrir nous-mêmes. Mais ça, vous le saurez uniquement si vous y allez. Par contre, il faut parler d'un deuxième serveur, c'est Isla Valley. Celui qui l'a créé, c'est ASB et c'est une des personnes qui a fait la refonte de notre site. Lui et Nerox et pas mal d'autres personnes dont vous voyez sans doute le nom ou sinon on a oublié de le mettre, on est vraiment désolé. Mais tout le monde a travaillé main dans la main pour faire un super serveur. Merci beaucoup. Allez-y parce qu'il fait aussi des traductions des chapitres One Piece. Il est assez doué et franchement, ça vaut le coup d'œil. Le lien est en commentaire également. Mais là par contre, on va laisser place à la grosse review. Alors c'est parti. La page de couverture cette semaine, elle fait très reportage animalier. Tout simplement parce qu'on a un Franky qui est très sympathique et qui est en train d'escorter, qui est en train de surveiller des petites tortues qui viennent de naître et qui vont vers la mer. Je sais pas si vous avez déjà vu des reportages animaliers là-dessus ou alors juste le dessin animé Samy qui est un dessin animé qui est incroyable. Je crois qu'au début, oui, il y a énormément de tortues qui vont vers la mer avec énormément de périls et tout. C'est exactement ça. Et franchement, c'est extrêmement mignon à voir, mais aussi ça brise le cœur quand ces petites tortues sont attrapées. Là, Franky, lui, il veille sur eux et il a même retourné un crabe. D'ailleurs, il y a une petite symbolique derrière tout ça. Certains d'entre vous l'ont remarqué et nous l'ont dit pendant la réaction live. Le crabe, ça se dit Kani en japonais. Et un crabe renversé, c'est Nika, tout simplement. Alors, on admet que les bébés tortues, c'est extrêmement mignon. On aurait adoré voir ça en vrai. Nous, on n'a pas eu cette chance, malheureusement. Mais par contre, mon père, qui est un grand fan de photos, il a eu cette occasion. Et franchement, vu les photos, c'est trop adorable. C'est vraiment trop beau. Et effectivement, c'est une expérience à vivre. Donc, si vous avez eu cette occasion, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Pour Franky, du coup, on a aussi vu un petit détail, c'est qu'il a une énorme chaîne au cou qu'on n'avait jamais vue avant. Donc là, soit il a envie de faire du rap, ou alors on la référence de vieux, oh, donne une chaîne, tu fais du rap. Ou alors ça peut vouloir dire toute autre chose, peut-être qu'il va se faire attraper et enchaîner. En soi, c'est un peu ce qui s'est passé déjà à Egghead, donc peut-être que c'est juste un petit clin d'œil. D'ailleurs, en fait, Egghead, on en parle tellement peu, ça fait des semaines, des mois même qu'on n'a pas de nouvelles de Luffy et de son équipage, qu'on a oublié de certaines choses. Mais Franky, il est totalement pire, Usopp également. En fait, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se faire attraper par le gouvernement? Est-ce qu'ils ne vont pas se faire attraper par le gouvernement? On ne peut pas savoir. Parce qu'on n'a pas de nouvelles. En soi, c'est assez sympathique parce que tous les événements qui se passent autour sont tellement incroyables. Pour l'instant, les Mugiwara ne nous manquent pas tant que ça, on les adore, mais c'est vrai qu'il se passe tellement de choses, ça s'enchaîne tellement que là, on ressent pas encore le manque pour l'instant. Moi, je commence à ressentir le manque. Oui, juste parce qu'en fait, on a vu Franky sur la couverture, je me suis dit, merde, j'ai envie en fait de le voir, de voir un petit peu ce qu'il fait, de voir un petit peu comment il va se sortir de cette situation, comment les autres vont se sortir de cette situation. Mais là, dans ce chapitre, c'est pas le cas. On voit rien du tout. C'est comme ça. Première vraie page du chapitre. Le roi Cobra assiste à une scène que peu de personnes ont pu observer durant des siècles. La personne qui vient de monter sur les marches s'est assise sur le trône, celui que personne ne doit posséder. Et enfin, il se met à parler. Il parle de lui à la troisième personne et il annonce qu'il va parler de 2 points abordés, mais en retour, il veut que Cobra réponde à une de ses questions. Cobra évidemment ne comprend pas ce qui se passe et il se sent de plus en plus mal. Il se force quand même et il lâche que ce nom, Imu, il l'a déjà entendu. C'est celui d'un des 20 rois du passé, un des fondateurs du gouvernement. Il me refuse de répondre à cette impertinence
Alliance mais parle du Di, leur ancien ennemi. Il explique que ce Di est réapparu bien plus fréquemment ces derniers temps, même si ce n'est qu'une réminiscence du passé. Ces personnes ne connaissent même pas sa signification. Et pourtant, leur existence subsiste uniquement grâce à l'erreur de Lily il y a 800 ans de cela. C'est pareil pour ces chercheurs qui enquêtent sur les faits du siècle oublié. Sans cette erreur, les poneglyphes ne se seraient pas éparpillés dans ce monde. Ou est-ce que c'était vraiment une erreur ou est-ce que c'était un acte prémédité? Au terme de cette phrase, le Gorosei dégaine leurs âmes les uns après les autres. Il menace directement Cobra, et Im va lui demander de divulguer le nom complet de la reine Lily, celui qui a été donné dans cette fameuse lettre. À ce moment-là, Cobra sait très bien qu'il n'a plus aucune chance de partir vivant, ce que lui confirme Gorbatchev. Pendant ce temps, dans l'ombre, Sabo est présent et il écoute la conversation. Et il entend clairement Cobra dire « La reine Nefertari dit Lily ». Im-sama n'est pas muet. Ok, on avait vu cette information la dernière fois, mais là, on en voit plus. Im-sama, il fallait juste le démarrer maintenant et le mec il s'arrête plus de parler. Hein. Le gars il est en train de faire un monologue, il est en train de dire « Moi je réponds à des questions et toi tu réponds à une question ». Il a une stature, c'est vrai. Il a un charisme, soit. On voit pas son visage, mais en vrai, on voit que Im-sama c'est un personnage qui lui va rester le personnage, peut-être le méchant le plus important de One Piece. Et clairement, la construction autour, elle est génialissime. On en parlera un peu plus tard, mais ayez en tête le mot cauchemar. Juste cauchemar. Par contre, le guet-apens se referme et franchement Cobra. Mais Cobra, en fait, c'est un suicide assisté, un suicide par Gorosei, en fait, interposé. C'est fou, en fait, ce que Cobra fait. Est-ce qu'il n'aurait pas pu, en fait, deviner tout ça sans passer par ces étapes? Non, parce que non. Clairement, en fait, c'était la meilleure des solutions. Il n'aurait jamais pu voir Im-sama, en fait, s'il n'était jamais venu. Mais en tout cas, là, les informations, elles pleuvent énormément. Et surtout, on a une grosse confirmation, c'est que Im-sama a le même nom qu'un des anciens fondateurs du gouvernement. Ça, c'est dit, c'est Cobra qui le dit. Le nom lui rappelle clairement l'un des anciens fondateurs. Im-sama. Et ça, c'est fou quand même. Quand on y pense, on se dit que on avait raison, certes, ça c'est autre chose, mais ça veut dire que cette théorie comme quoi Im-sama a créé la guerre en fait, qui a vu la chute en fait de l'ancien royaume, des anciens royaumes, et qu'il a attiré en fait ces 20 souverains, dont lui-même, à un endroit pour prendre l'ensemble du pouvoir, pour que ce soit pas du tout égalitaire, et ben c'est vrai. Alors soit il a tué ces 20 souverains, sauf 5 d'entre eux qui sont devenus en fait le Gorosei, personnes qui sont avec lui aujourd'hui et qui sont en soi susceptibles d'être vraiment des souverains, ou alors toutes les personnes sont là avec lui, les 19, et la dernière, la traîtresse Lily, c'est la seule qui n'est pas là. Mais où seraient ces personnes en fait? Toutes les personnes qui manquent. Où sont ces 14 personnes? Eh bien ces 14 personnes, ça pourrait être les cavaliers divins. Et ça, ce serait intéressant. Si les cavaliers divins en fait sont des personnes importantes de One Piece depuis 800 ans. Des personnes en fait qui se cachent aussi dans l'ombre de Marie-Joie, qui surveillent Im-sama, qui protègent Im-sama, qui protègent éventuellement les dragons célestes, mais ce sont leurs descendants les dragons célestes. Ça expliquerait pas mal de choses. Et ça donnerait une énorme dimension à la fin de One Piece. Mais pour nous, c'est pas forcément le cas. Comme on a expliqué dans la dernière théorie, on pense qu'il y a eu un massacre à Marie-Joie et que les seuls survivants sont Im-sama et les 5 anciens, les personnes qui ont fait ce massacre. Là, Im se met à parler de Lily sans s'arrêter. On sent finalement dans ses paroles qu'il a une haine, enfin que il ou elle a une haine contre Lily. Après, c'est un peu logique finalement, puisqu'elle explique Lily a failli à sa tâche. On faillit, ou peut-être volontairement. On ne le sait pas encore pour le moment. On ne le sait pas encore, c'est vrai. Mais par contre, finalement, le fait qu'elle ait failli à sa tâche, ça a permis aux poneglyphes de se disséminer un peu partout aux 4 coins du monde. Et qui avait créé les poneglyphes? Eh bien, c'était les Kozuki. Mais par contre, c'est Joy Boy qui avait écrit tous ces messages. Donc finalement, ça a bien un lien. Pourquoi est-ce que ce serait Joy Boy qui a écrit tous ces messages? Tout simplement parce que le mec, il s'est permis en fait de laisser une lettre. Une lettre pour la princesse Sirène. C'est un homme qui a dicté au moins un des poneglyphes. Et on pense clairement qu'il n'a pas dicté qu'un seul des poneglyphes. Il a perdu la Grande Guerre. Mais il a laissé pour les générations futures des traces, les poneglyphes. Mais le lien entre Joy Boy et Lily, pour nous, il est beaucoup plus profond. On l'a expliqué dans la précédente théorie encore une fois. Bon, on est désolé, on l'évoque tout le temps, c'est fou, mais c'est la vérité. On pense qu'il y a un énorme parallèle entre Sol Nicolovia et Joy Boy Lily. Tout simplement, les deux ont subi en fait quelque chose qui n'était pas prévu. On apprendra plus tard que Lily est une Di. Et là, on sait que Sol était en Di. Sol a été totalement changé en fait, sa vision des choses a totalement été changée tout simplement parce que Nico Olvia lui a expliqué c'était quoi le Di sans doute et c'était quoi le gouvernement
Et là, il a trahi. Il a changé tous ses idéaux alors que toute sa vie était dans la marine. Et il a décidé de partir pour changer les choses. C'était la même chose pour Lily. À la fin de la guerre, Lily a gagné. Lily et l'ensemble des royaumes. Ils étaient très contents. Lily est sans doute même la personne qui a fait tomber Joy Boy. Oui, nous on y pense clairement. Et en ramenant Joy Boy pour le gouvernement, en ramenant Joy Boy pour Im-sama, il s'est passé quelque chose. Ils ont discuté dans la cale, exactement comme Sol et Nico Olvia. Et ce jour-là, à partir de ce moment-là, pendant tout le voyage, ils ont appris à se connaître et ils ont appris à connaître la vérité. Joy Boy a tout raconté à Lily et Lily a changé d'avis petit à petit. Elle s'est rendue compte de la supercherie, sauf qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. C'était impossible de changer les choses. Joy Boy savait qu'il fallait attendre 800 ans. Alors Lily a tout fait pour aider Joy Boy. Donc les poneglyphes, il lui a permis en fait d'écrire le message des poneglyphes. Peut-être même que c'est Lily qui a livré ces messages en fait aux Kozuki pour que les Kozuki écrivent sur ces stèles. Et enfin, elle a livré Joy Boy jusqu'à Im-sama, tout simplement pour brouiller les pistes, pour qu'on ne sache pas que c'est elle qui a fait ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire une énorme vidéo théorie dès vendredi et ça va regrouper énormément d'informations. Une vidéo théorie extrêmement bien. Oui, de dimanche, excusez-moi, ce sera dimanche. Ce sera dimanche. Et le dit, oui, le dit, parce qu'on en apprend un peu plus sur ces fameux dits. Avec Corazon, on avait appris que finalement c'était les ennemis des dieux, donc les ennemis des dragons célestes. Mais là, on apprend que finalement ce sont les grands ennemis de la guerre d'il y a 800 ans. Ça se précise un peu plus, c'est quand même pas mal. Au fur et à mesure, on va finir par assembler les pièces du puzzle jusqu'à tout comprendre. Mais en tout cas, apparemment, ils avaient presque tous été exterminés, sauf quelques-uns, sans doute à cause de Lily qui les aurait libérés. Et d'ailleurs, ce choc énorme, Cobra nous apprend que le vrai nom de la reine Lily, c'était Nefertari dit Lily. Ce qui, en soi, nous choque énormément. Parce que comment le gouvernement ne savait pas, comment Im-sama ne le savait pas. Il faut remettre tout en contexte. Lors de la Grande Guerre, les 20 rois se connaissaient un minimum. Sans doute que leur nom était connu à travers le monde. On savait qui était le souverain d'Alabasta, qui n'était pas le souverain d'Alabasta. Mais en tout cas, on connaissait la lignée de Nefertari. Pourquoi est-ce qu'Im-sama ne savait pas qu'il y avait un dit à l'intérieur? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. À part si le dit est arrivé après. Si Nefertari Lily a été nommé ou est devenu un dit par la suite, grâce à Joy Boy. Là aussi, on va pas trop développer. On est vraiment désolé, mais soyez là pour la théorie de dimanche. Du coup, vous l'aurez compris, cette théorie pour dimanche, elle promet d'être extrêmement longue. Et oui, il y a tellement de choses à dire. Oh mon Dieu, les vidéos sont de plus en plus longues. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est bien que les vidéos sont de plus en plus longues, parce qu'on fait du 17 minutes ces temps-ci. Et on parle beaucoup en fait. On a toujours des choses à dire, on a beaucoup de choses à dire. Surtout moi. Le pouvoir d'Im-sama, là, cette flèche qui transperce finalement Cobra, et ça fait plaisir à voir parce que honnêtement, on voit que finalement Im-sama sait se battre. Et ça fait plaisir, franchement, ça rajoute un peu de hype autour de Im-sama parce que jusqu'à maintenant, on voyait que sa silhouette, on voit toujours que sa silhouette, mais on voit quand même un peu plus. Et ça fait vraiment plaisir. Et on voit aussi que Im-sama est quelqu'un qui a quand même des sentiments derrière. Parce que même en 800 ans, en apprenant que Lily est une traîtresse, Im-sama s'enrage et se met en colère et transperce Cobra. Ça c'est fou. On peut se dire qu'en fait en 800 ans, Im-sama s'est juste demandé une chose. Est-ce que Lily m'a trahi ou Lily a juste fait une erreur? Donc toute la journée, elle m'a trahi, elle m'a pas trahi. Elle m'a trahi, elle m'a pas trahi. Elle m'a trahi. Oh putain, elle m'a trahi! À croire que du coup en 800 ans, elle n'a pas développé de sagesse. C'est un peu dommage, on aurait pu que, à force, elle s'est dit oh c'est pas grave, on passe dessus, c'est la vie, c'est comme ça. Mais non, pas du tout. Par contre, son pouvoir nous fait penser énormément à celui de Barbe Noire. Et ça, c'est juste incroyable. De se dire qu'en fait, c'est peut-être les ténèbres qu'elle contrôle. Et c'est peut-être même pire, c'est peut-être même le cauchemar. Et ça, c'est fou. Les ténèbres, le cauchemar, on se pose une autre question. Il y a un autre pouvoir qui est assez proche de tout ça, assez ténébreux dans One Piece. C'est le pouvoir des ombres. Moria, ce n'est pas en fait un homme ombre. C'est le seul homme utilisateur de fruits du démon qu'on appelle maître. C'est le maître des ombres. Et ça, c'est une traduction officielle d'Oda. Il y a même une petite histoire. Il y a quelqu'un qui voulait traduire la Susha en fait de façon officielle en homme ombre. Et Oda a dit non. C'est le maître des ombres. Donc, si Im-sama contrôle les ombres ou est une ombre lui-même en fait, peut-être que Moria est une menace pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre au sommet? Et bien tout simplement, on a ordonné que Moria soit tué. Doflamingo devait tuer Moria. Doflamingo qui peut-être connaît l'existence d'Im-sama. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'Im-sama a décidé. D'ailleurs, on rajoute une autre chose, c'est que sur la ruche, Teach a refusé de tuer Moria. Il l'a pas fait. Il n'a pas piqué son flux non plus. On sait juste qu'il est dans le sous-sol et il est enfermé. Peut-être que Teach connaît tous ses secrets et que Teach veut trouver un moyen de maîtriser Im-sama. Et c'est peut-être de cette façon qu'il peut le faire.
Face à cette scène d'horreur, Sabo décide d'intervenir. Il attaque les 5 doyens grâce à son poing ardent avant d'essayer de faire un échec au roi. Au pied du trône, Sabo protège Cobra, alors qu'en face, des monstres ont pris la place des doyens. Ils se sont tous transformés. Cobra, agonisant, demande si c'est bien lui le frère de Luffy. Et il lui dit que ce jeune garçon l'a déjà sauvé. Et ça, forcément, ça rend Sabo très heureux. Mais la seconde d'après, les doyens se mettent à attaquer. Sabo décide alors de saisir Cobra et de courir. Mais le roi sait très bien qu'il a un poids mort. Il dit à Sabo qu'il a compris quelque chose et il a un message à transmettre à Luffy et à Vivi. Il faut que Sabo leur transmette ses paroles. Ils partagent tous les deux le fameux dit et il sait maintenant quel chemin doit suivre Alabasta. Sabo repense à ce fameux dit, cette lettre que Ace et Luffy avaient tous les deux dans leur nom. À l'époque, ils se posaient déjà pas mal de questions, mais eux, pas du tout. Mais bon, pas le temps de rêvasser car il me repasse directement à l'action. Il transperce les deux fuyards. Cobra se relève encore et il hurle qu'il faut trouver les poneglyphes, qu'il faut faire flotter sur le monde le drapeau qui annonce l'aube du monde. Et là, il rend l'âme tuée par les doyens, permettant à Sabo de s'enfuir. Alors que les doyens contemplent le cadavre, ils s'aperçoivent de la présence d'un autre homme. Wapol a regardé toute la scène à travers un trou dans le mur, et là forcément, il s'affole. Il fuit le plus loin possible car il a trouvé le plus grand secret du gouvernement, et évidemment, il ne veut pas mourir. Petite question quand même, là les 5 doyens, à quoi ils servent? Eh bien là tout de suite à pas grand chose, mais bon on va en reparler, ils vont peut-être faire un peu plus de choses plus tard donc c'est pas bien grave. Mais par contre l'entrée en scène de Sabo, elle est mythique. Là ça c'est trop bien, ça fait plaisir de voir Sabo entrer en action comme ça, il veut se faire carrément les 5 doyens, il veut les faire rôtir un peu au barbecue. C'était incroyable. En même temps, moi personnellement, je sais pas si c'est la même chose pour toi, Sabo, ça n'a jamais été mon personnage préféré. Allez, c'était pas dans mon top 20. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup de fans de Sabo. Et là, ça a changé. Là, Sabo est monté tout d'un coup. Ses actions, son attitude, son intelligence, tout ça fait que cet homme vient de monter en flèche. Il y a la hype aussi qui est autour de lui qui fait que forcément Sabo... Je suis un pigeon. C'est ça la vérité, je suis un pigeon. On me vend un personnage, je le prends, je l'achète 4 fois le prix, c'est pas grave, je le fais. Bah c'est bien, t'es un grand fan d'Oda. Mais en tout cas, il y a peut-être quand même quelques petits trucs qui nous gênent, c'est que on est quand même dans un monde avec du haki partout, du haki de l'observation. On est dans un monde où l'aura de certaines personnes peuvent facilement être détectées et pourtant Sabo, il se cache juste derrière un poteau, dans la salle, avec les 5 doyens, avec Im-sama et ça passe crème. C'est du gros n'importe quoi. Je suis super bien caché. Personne ne me ici voit. Je suis caché. Bon, parlons de grands secrets de ce monde. Mais du coup, on va pardonner ça parce que là, il fait quand même une énorme entrée en scène, mais vraiment fracassante. Il attaque les 5 doyens et en plus avec l'attaque d'Ace, le poing ardent. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire. Et maintenant, on en voit un tout petit peu plus des capacités d'Im-sama. Cette personne semble pouvoir changer de forme, mais surtout, cette flèche n'est peut-être pas une flèche, mais une queue. C'est la question qu'on s'est posée. Et là, on va aller un petit peu plus précisément. Oda a créé le plus grand génie de One Piece. Et pour ça, il a utilisé des designs des plus grands génies de notre temps, Einstein et Newton. C'est flagrant, c'est magnifique, c'est génial. Et bien pour créer le plus grand méchant de tous les temps, peut-être qu'il faut des designs de plus grands méchants de tous les temps. Allez, ok, je vais pas citer celui que vous avez tous en tête, mais le diable, tout simplement. Pendant des années, des centaines d'années, des milliers d'années, Diable a pris la place numéro 1 en termes de méchant de tous les temps. Une queue fourchue, des ailes. Pourquoi pas ça en fait? Et si Im-sama était juste un monstre, un démon, un diable, un démon qui a fait un pacte avec les 20 rois à l'époque, les 19, pas Lily, et qui en soi a berné tout le monde. Parce qu'on le sait bien, dans toutes les mythologies, dans tous les contes, partout, quand un diable fait un pacte, eh ben c'est un pacte qui a des choses cachées. Donc tu ne peux pas gagner contre le diable, tu vas forcément perdre. Et si ce Im-sama à l'époque, ce premier roi, eh ben il avait fait un pacte avec un diable et il avait foiré. On lui a promis monts et merveilles, il a réussi à prendre le monde, mais dès que c'était fini, le diable a pris son âme, a pris sa place dans ce monde. Il a pu en fait arriver là où il est aujourd'hui. Ce serait juste incroyable et ça expliquerait pourquoi Im-sama, celui qu'on voit actuellement, ne parle pas de lui-même. Il a dit à Cobra qu'il allait éclaircir 2 points. Mais ça, il va pas l'éclaircir. Pourquoi faire ça? Face à un homme mort, tu peux dire ce que tu veux. D'ailleurs, pourquoi prendre la peine d'éclaircir 2 points alors que le 3e, tu vas pas le faire? Ça n'a pas de sens. À part s'il n'est pas Im-sama. S'il n'est pas réellement Im-sama. Et s'il n'a pas envie de mentir. Franchement, là, Sabo, il garde quand même son calme. Alors, nous, on pense que du coup, les 5 doyens gardent quand même une forme un peu bestiale, mais pas non plus hyper démoniaque. Voilà, c'est pas si effrayant que ça, parce que sinon, honnêtement, face à ça, je pense que n'importe qui aurait peur et aurait l'air effrayé, mais il serait peut-être un peu pâle ou autre. Là, ça va, il a l'air de quand même bien gérer. Je vois des gens se transformer en bêtes, en monstres devant moi, je me dis, ouh là là, il y a des soucis. Alors que lui, non, on dirait qu'il agit comme si c'était juste des fruits du démon, des Zoan, en fait, qui étaient transformés, et puis, ok, c'est un peu le goût d'enfer, il le dit, en fait, il savait pas que l'enfer était ici,
mais en même temps, il n'est pas si choqué que ça par la vision des choses. On n'a pas l'impression finalement qu'il soit vraiment en enfer. Il le dit, mais on n'a pas cette impression-là. D'ailleurs, ces formes sont assez cauchemardesques. En fait, on se pose la question à quoi il ressemble. Et alors, on va essayer de deviner vite fait. Saint Saturne, celui qui se dirige directement vers Egghead, on dirait qu'il a des cornes, on dirait une espèce de taureau, mais surtout, il a l'air très triste, on dirait un espèce de démon triste. Le plus jeune, lui, il ressemble un peu au tableau Le Cri de Munch. Gandhi, il a un petit peu une forme de Zoan mythique, en fait, de dieu, un peu comme Yamato, avec le halo autour, et aussi surtout comme Nika, tout simplement. Donc on se demande un petit peu à quoi ça va ressembler. Nous, on pense vraiment à une espèce de forme humaine parce qu'il a un sabre et il doit utiliser le sabre. Celui qui a la moustache en pointe, c'est clairement un oiseau. Et pour Gorbatchev, sa moustache, elle a quand même bien grandi. Par contre, Im-sama ressemble un peu à un alien. Et là, on se pose pas mal de questions. On sait que dans One Piece, on peut venir de la Lune. D'ailleurs, il y a des peuples qui sont venus de la Lune, les Scapiens, les Lunaria et compagnie. Donc, il est bon de se poser comme question, est-ce qu'il y a d'autres peuples ailleurs dans One Piece? D'ailleurs, dans le voyage des nerfs, on voit un espèce de monstre qui est assez gros, qui est un petit peu courbé. Est-ce que ce serait pas en fait Im-sama? Enfin, une sorte d'Im-sama, l'espèce d'Im-sama. Ce serait vraiment décevant parce que la chose, elle a l'air d'être une lamproie énorme. Ce serait vraiment dommage. On ne pense pas. Mais peut-être que c'est une espèce qui vient de beaucoup plus loin. Peut-être on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que leur pouvoir est délibérément oblité. Tout ça parce qu'on ne peut pas les présenter ici. On ne peut pas les présenter maintenant. Il faut faire marcher l'imagination. Il faut qu'Oda crée du tease, ce qui est normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sabo va survivre. On en parlera un peu plus tard. Mais si on tue Sabo, ou alors s'il n'arrive pas à s'en sortir face à eux, ce serait triste. On ne peut pas juger de la puissance des 5 doyens vis-à-vis de Sabo parce qu'il s'est enfui. Tout simplement. Et d'ailleurs, grosse référence, Max et les Maximons. C'est un conte pour enfants qui parle un peu de tout ce qui est rêve et cauchemar. Et donc là, ça colle super bien parce qu'en plus de ça, les monstres des Maximonstres ressemblent énormément aux ombres du Gorosei. Donc là, comment ne pas faire le lien? D'ailleurs, c'est un Nonakama sur le live Twitch qui nous l'a dit, donc merci à toi. Ça ressemble aussi aux ombres du triangle Florian, ce qui est assez étonnant. Mais en même temps, on s'est toujours demandé c'était quoi ces ombres. Je pense pas que ce soit le Gorosei, à part si des fois en fait ils se disent on va se défouler les gars, on va prendre une grosse forme et puis on va péter des bateaux et on y va. Non, c'est pas l'impression qu'on a. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas énormément. Est-ce que dans le triangle Florian, il y a des choses qui sont cachées exprès par le gouvernement et qui peuvent être relâchées quand ils le veulent? Ou alors est-ce que ce sont des alliés de l'ancien royaume en fait qui se sont cachés pendant 800 ans? Une famille de Zunesh par exemple, d'autres animaux comme Zunesh qui pour l'instant ne font qu'attendre le retour de Joy Boy. Le dit est la clé de tout selon Cobra. Il demande même à Sabo de transmettre un message à Luffy et à Vivi qu'ils sont tous les deux porteurs d'un dit. Pour Luffy finalement ça change pas grand chose parce que Luffy il est au courant depuis très longtemps, mais par contre pour Vivi, eh bien ça a peut-être un sens parce que sans doute que Vivi connaît déjà quelques brides d'informations qu'aurait donné Cobra et que le fait de savoir qu'elle est un dit, eh ben, elle pourrait être la clé finalement qui pourrait faire tomber Im-sama. Parce qu'elle pourrait mettre tout en place, comme un puzzle, comme on le disait au début, elle pourrait mettre toutes ses idées en place et comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Après tout, elle a sans doute subi une formation, en fait une éducation pour devenir reine. Peut-être qu'elle a des informations, comme la liste des souverains du gouvernement mondial avant en fait les créateurs des dragons célestes. Peut-être qu'elle peut très vite penser à la relation entre tout ça. D'ailleurs, dans les derniers chapitres où on a vu Vivi, avant cela, on sait qu'elle n'a fait que pleurer après la mort de son père, en apprenant la mort de son père. Et d'un coup, elle s'est ressaisie. Est-ce que le fait de s'être ressaisie, c'est ça? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont croisé Sabo en partant? Est-ce que Sabo, en partant sur le dos d'un corbeau, il a crié à Vivi en la croisant « Hey, t'as dit bye bye !» ou un truc comme ça? Non, ça semble assez abstrait. Pour nous, ils ne sont pas encore rencontrés. Mais en tout cas, quand ce sera fait, ce sera bien Vivi la clé pour faire tomber Im-sama. D'ailleurs, la petite blague Sadibo, eh ben, ça cache peut-être une petite référence à Sad Boy. Est-ce que ça signifierait pas tout simplement que Sabo il est destiné à être triste toute sa vie, condamné finalement à voir les gens qu'il aime partir petit à petit? Petit point supplémentaire sur le roi Cobra et sa mort. Il a sauvé Sabo. C'était génial. Franchement, c'est une fin qui mérite d'être vue. Mais elle n'a pas été vue. C'est ça le problème. On a vu Monsieur Moustache qui a foncé sur Cobra, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas comment il est mort. Est-ce qu'il a été croqué? Est-ce qu'il a été transpercé? Est-ce que son âme a été arrachée? Est-ce que son cœur a été détruit? On ne sait pas en fait. On ne peut rien savoir. On a juste vu l'avant, le visage de Sabo et l'après. Et là, pour une fois, Sabo était vraiment choqué. La première fois où en fait Cobra s'est fait transpercer, il n'a même pas été choqué. Quand il a vu le visage de toutes ces personnes, il n'a pas été choqué. Et là, cette tuerie l'a choqué. Énormément choqué. Est-ce que ça cache un secret? Est-ce qu'on va voir en fait des choses vraiment horribles par la suite? Moi, je prends le pari que oui.
Encore une petite déception pour ce chapitre, c'est que Sabo arrive à s'enfuir. On le répète, mais Sabo arrive à s'enfuir. Là pour nous c'est un peu fou parce que finalement à Marineford, Akainu il fait des kilomètres en 2 secondes, alors que les 5 doyens ils font... 2 kilomètres en 1h30. Allez, facile là, clairement. C'est un peu nul parce qu'en fait, on sait qu'il y en a un qui s'occupe de Cobra, les autres pourraient s'occuper de Sabo, mais c'est pas le cas. Même on a peut-être une solution, c'est que Sabo était peut-être sorti. Il avait peut-être passé la porte, il avait peut-être trouvé la lumière. Ces hommes, ces choses, peut-être que sous cette forme, ils ne peuvent pas croiser la lumière. Ce sont des cauchemars, et les cauchemars, à la lumière, en fait, dès qu'on ouvre les yeux, ça s'efface. Est-ce que ces personnes, qui représentent sans doute en fait la nuit, parce qu'on attend l'aube après tout, enfin, c'est les mots de Cobra, eh ben, ils sont effacés par la lumière, effacés par Nika, effacés par le soleil. Dans la salle de réunion des rois, Hamburger annonce que les rois Cobra et Wapol ne seront pas présents. Le premier a sans doute été épuisé par son discours de la veille. Pendant ce temps, les princes et la princesse de l'île des hommes poissons descendent vers Redport pour y être bien plus en sécurité. Alors que Vivi, elle a été capturée par le CP0. Elle menace de tout dire au monde entier. Jabura lui demande de se calmer alors que Khalifa lui dit clairement que sa disparition sera annoncée au monde et elle va vivre le reste de sa vie comme une esclave, un animal de compagnie. Mais la jeune princesse ne s'inquiète que pour Shirahoshi. Du coup, Jabura lui raconte tout, surtout le fait que Sai et Léo ont proclamé faire partie de la flotte de Luffy. Il explique que les actions de Fujitora ont permis aux révolutionnaires de faire évader les esclaves, et que de ce fait, une joute a eu lieu entre lui et Aramaki. En soi, cette rêverie, c'est un beau bordel. Mais c'est alors qu'un bruit se fait entendre, quelque chose approche, et d'un coup, Wapol brise le mur, et personne n'y comprend rien. Mais Vivi, elle saisit l'occasion et elle utilise la bouche de Wapol comme moyen de transport. Et sur le chemin de sa fuite, ils vont croiser Cinderella qui est totalement choquée par la situation. Elle pense que Wapol est en train de s'enfuir avec sa maîtresse. Ce chapitre était mémorable, mais clairement mémorable. C'est dans le top 10 des chapitres les plus importants pour la compréhension de One Piece, pour la compréhension de l'histoire, et on ne blague absolument pas. Là, les choses avancent. Là, on va faire des théories de malades. Et là, on peut espérer comprendre qu'est-ce que le One Piece, qu'est-ce que le siècle oublié, qu'est-ce que les poneglyphes, qu'est-ce que Lily, qu'est-ce que les Nefertari, qu'est-ce que le Di. Tout ça, c'est en embryon d'explication. Mais la fin de ce chapitre ne parle absolument pas de ça, mais de la fin en fait de la rêverie, de la suite et surtout de l'absence des deux rois qui en fait ne changent pas grand-chose. Les autres continuent tranquillement. D'ailleurs, 2 petits points à exploiter. Le premier, c'est que Hamburger, le roi en fait, il parle, qui ressemble à Lincoln. Je crois qu'il s'appelle Hamburger, je dis ça à chaque fois, mais j'ai même pas vérifié. Enfin, il justifie que le roi Cobra est sans doute fatigué, mais il voit Paul, il n'y a pas de justification. On apprend juste qu'ils ne seront pas là, c'est tout. Deuxième chose, c'est qu'on évoque en fait les royaumes du Nord. On avait vu qu'en fait, il y avait des problèmes parce que certains ne voulaient plus payer la taxe céleste et ils commençaient en fait à se rebeller. Mais il y a aussi peut-être autre chose. On sait que le Germain essaie toujours de reconquérir ces terres, entre guillemets, qu'ils avaient. Et si là, ils étaient en train de faire leur sienne également. N'oublions pas qu'ils ont été virés du gouvernement mondial il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils ont aidé Luffy à la Tea Party. Du coup, le gouvernement a décidé en fait de les virer. Et maintenant, ils peuvent agir en tant que pirates, en tant que bandits, en tant que révolutionnaires éventuellement. Ils ont César avec eux. Peut-être qu'ils sont en train en fait de prendre la main sur ces royaumes et c'est en train de déstabiliser à un certain point le gouvernement. Donc l'action des révolutionnaires, l'action du Germain, l'action des hommes de Luffy, Barbe Noire éventuellement, ça peut faire mal. Le CP0 a attrapé Vivi et nous honnêtement ça nous met vraiment hors de nous. On les aimait énormément et là à partir de ce moment-là ça commence vraiment, ils baissent un peu notre estime, surtout que ils veulent quand même livrer Vivi au Dragon Céleste, ils veulent la mettre en esclavage donc non. Et les paroles c'est juste horrible, en fait ils parlent comme si c'était normal et c'est pas le cas. Parfois j'ai du mal à comprendre qu'ils ne peuvent pas se mettre un peu à la place de ces personnes-là, c'est-à-dire que du jour au lendemain ça pourrait très bien être eux, parce que finalement Vivi c'est quand même une princesse, alors pourquoi est-ce que eux, même s'ils font partie du CP0, pourquoi est-ce que du jour au lendemain quelqu'un qui aime bien sa tête, un Dragon Céleste va faire bah tiens toi tu vas devenir un esclave. D'ailleurs ils ont subi des problèmes en fait quand on les a virés du CP9, ils ont dû errer pendant pas mal de temps, ils sont failli mourir et puis ils ont repris en fait du service certes, mais ils ont subi. Ils sont pas très bien traités eux-mêmes, alors je vois pas pourquoi est-ce que finalement ils souhaitent la même chose pour d'autres personnes. C'est triste mais apparemment c'est comme ça. Petite déception également, c'est que les anciens du CP9 n'ont même pas remarqué la disparition de Vivi, mais en même temps, tant mieux finalement, et au moins elle pourra partir avec Wapol et continuer à vivre. Ouais, Wapol est passé comme si de rien n'était, et les mecs, ils ont rien vu. Ok, ils ont perdu du niveau, ils ont clairement perdu du niveau depuis Enies Lobby. Bon, Jabura, on peut comprendre, il s'est pris un coup de pied de Sanji, le mec, il va pas bien, et il a la langue tout en dehors maintenant, il va pas bien, il va vraiment pas bien. D'ailleurs, il lâche 2 informations très importantes. La première, c'est que Sai et Léo ont proclamé qu'ils étaient de la flotte de Luffy. Et cet événement,
pour nous, il est très important. Ça s'est passé il y a un mois. Luffy n'était pas encore empereur. Et ça a été pris en compte pour nommer Luffy empereur. Un membre de sa flotte, même 2 membres de sa flotte qui s'attaquent à des dragons célestes, ce n'est pas rien. Et en plus, il a battu Kaido. En plus, il a une flotte. En plus, cette flotte fait de la merde. Eh ben, évidemment, c'est une des raisons pourquoi il a été nommé Yonko. La deuxième chose est très importante, c'est que Fujitora s'est battu pour que les esclaves puissent s'enfuir. C'est Fujitora. Fujitora est quelqu'un de bien, il a toujours été quelqu'un de bien, il n'aime pas la souffrance. Et en voyant tout ça, on l'avait dit dans la précédente review, il allait le faire. Il allait en fait pas protéger les dragons célestes, mais plus essayer en fait de trouver un statu quo. Mais même pas, il a juste brisé l'ensemble, il a fait en sorte que les esclaves puissent s'enfuir avec les révolutionnaires. Aramaki, pas content, évidemment, parce que pour lui il y a un ordre dans le monde qu'il faut suivre, même si l'ordre est mauvais, et ben il s'est battu contre Fujitora. Et il y a eu une bataille entre les deux, c'est génialissime, on n'a rien vu, c'est de la merde. C'est énervant, mais on peut se dire qu'Aramaki a eu le dessus. Pour nous, Aramaki est légèrement au-dessus parce que c'est un Logia et surtout, on a revu Fujitora après. Il avait un bandeau sur la tête, il s'était fait mal et en fait on l'avait bien vu, il n'était pas du tout blessé contre les révolutionnaires. Donc Aramaki l'a blessé. Il n'a pas gagné, à mon avis il n'y a pas eu de joute jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de vainqueur. Et Aramaki on l'a retrouvé tranquillement, juste après, près de Wano, il a attrapé Webble, et puis quand il est arrivé à Wano, il avait aucune séquelle. Donc pour nous, il est juste un petit peu au-dessus, mais au-dessus quand même. Et le running gag de la fin, il était vraiment très appréciable. Le fait que Miss Monde ait l'impression que Wapol est en train de s'enfuir avec sa maîtresse, en train de s'enfuir avec Vivi, c'était vraiment très drôle. Par contre, on peut quand même remarquer que Vivi, elle est directement dans la bouche de Wapol. Ça, honnêtement, c'est pas très... C'est le pire moyen de transport de tous les temps. En période de Covid, ça marche pas, ça, c'est dégueulasse, c'est pas possible. C'est pire que le bus, c'est pire que tous les transports en commun. Tu es dans la bouche de quelqu'un. Horrible, horrible, horrible. En plus, sans doute, c'est une personne que t'apprécies pas. Bon, au moins, comme ça, elle peut s'enfuir, c'est déjà ça. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Numéro 1, le flashback se termine. Car oui, on a vu toutes les informations qu'on devait voir et on voit juste Sabo raconter la fin à Dragon et à Ivankov. Numéro 2, Sabo annonce que la priorité c'est de retrouver Vivi, car celle-ci est peut-être en danger puisqu'elle est la seule à connaître comment mettre fin au règne d'Im-sama. Numéro 3, on retourne vers Egghead et enfin on voit un petit peu la suite. Franky va-t-il se libérer? Luffy va-t-il devoir se battre? Saint-Saturne va-t-il détruire l'île en même temps que tout? On aimerait bien mais c'est à voir. Numéro 4, on voit la suite du combat Aokiji contre Garp, mais cette fois c'est Garp qui se fait dominer. Numéro 5, sur Egghead, on voit le bateau de Barbe Noire arriver. Celui-ci n'est pas présent, mais d'autres personnages de son équipage, dont Lafitte et Katarina Devon. Et enfin, numéro 6, le flashback de Kuma commence. Bonnet est plongé dans ses souvenirs. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Évidemment ça vous a plu, hein. Franchement c'était une super review, elle était sûrement très grande. Et si vous voulez voir d'autres choses sur la chaîne, on a énormément de théories, dont la précédente qu'on a sortie sur Im-sama. Donc beaucoup de choses ont été potentiellement vérifiées dans ce chapitre. On a aussi énormément de tops. Et on a aussi le What If sur la marine, donc les 2 premières parties sont déjà sorties. Et la 3e, elle va sortir ce mercredi. Donc restez informés, vous inquiétez pas. Franchement, ce What If, il est hyper long, mais hyper intéressant. C'est, par exemple, qu'est-ce qui serait passé si Luffy était devenu un marine plutôt qu'un pirate? Et la dernière partie sera totale innovation, c'est-à-dire qu'elle reprend juste avant la chute de Kaido. Et la vraie question c'est, Luffy va-t-il devenir amiral de la marine? En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les One Piece.